effectivement plutôt d'aller à contresens d'idées reçues. C'est qu'en tant que spécialiste des banques centrales, elles apparaissent souvent comme des institutions extrêmement austères et très conservatrices. Et finalement, elles relèveraient de l'ancien monde. Et on peut rappeler que la Banque d'Angleterre a été créée en 1694, donc ça fait assez longtemps. Et on l'oppose souvent à la finance, justement, qui serait très innovante et qui, en particulier, aurait pris ce virage des nouvelles technologies, d'Internet et de la numérisation. On peut parler du trading à haute fréquence, des logiques plus générales de titrisation, ou, on en a parlé juste à l'instant, des monnaies, des crypto-monnaies, et en particulier du Bitcoin, qui serait le nouveau monde. Et donc, l'innovation serait du côté du nouveau monde, et donc de la finance qui marquerait un point et les banques centrales zéro. Et c'est sans doute en partie vrai, mais je vais essayer de montrer au contraire que les banques centrales ont montré une incroyable innovation, notamment quand la finance les a un peu poussées dans les cordes avec la crise de 2008, et qu'elles ont été capables de remettre en cause des dogmes. J'en prendrai un en particulier, c'est celui que l'on doit à l'économiste, qui est plutôt d'ailleurs un journaliste, Walter Bajroth. Alors c'est un vieil économiste ou un vieil journaliste, puisque son papier, son ouvrage principal là-dessus date de 1873, comme quoi ces questions étaient déjà en place. Il s'intitule Lombard Street, et c'est une description du marché monétaire donc de 1873. Et ce dogme, qui était un dogme absolument admis par les banques centrales, je vais montrer, et ça va être l'histoire aujourd'hui de ce que je vais raconter rapidement, comment il a été, à cause de la crise de 2008, entièrement remis en cause, et souvent dans des temporalités extrêmement courtes, c'est-à-dire de quelques heures, c'est-à-dire même pas de quelques jours, même pas de quelques mois, comment les banques centrales en quelques heures ont modifié tout à fait ce dogme, notamment à cause donc de l'instabilité financière et de la crise de 2008. Et donc, je montrerai notamment que la faillite de Lehman Brothers a été absolument un choc gigantesque pour les banques centrales, et qu'à partir de là, eh bien, elles ont totalement modifié une grande partie de leurs pratiques. Et donc, mon idée, c'est de montrer que finalement, l'innovation des banques centrales est capable de marquer un point aussi, et que sur ce point, la finance pourrait peut-être aussi parfois réfléchir à l'intérêt de certaines innovations. Donc voilà le projet. Alors, on peut passer peut-être, je ne sais pas si ah oui, je crois que je suis ici. Voilà. Donc, voilà, je vais passer au premier point en expliquant son dogme, le fameux dogme. Alors, on appelle ça la séparation, on est souvent présenté sous le titre théorie de la séparation, ou dogme de la séparation, ou de la séparation, qu'on renvoie à Walter Bajroth. Il n'a pas vraiment écrit ça en 1873, mais on le retient. On retient trois choses. C'est que les banques centrales doivent absolument séparer la politique monétaire de la stabilisation financière. Ça doit être deux choses totalement séparées, ce qu'on appelle la théorie donc, de la séparation. Et qu'elles doivent utiliser le taux d'intérêt, ce qu'on appelle l'instrument de la politique monétaire principale, uniquement pour la politique monétaire, jamais pour stabiliser la finance. Par contre, elles doivent utiliser la quantité de monnaie banque centrale, le rôle de payeur au dernier ressort, pour la stabilisation financière. Mais Bajroth rajoute, en ne le faisant que contre des garanties, du bon collatéral, du bon papier. C'est-à-dire jamais en sacrifiant la qualité des garanties et du collatéral. Alors ça, c'est le dogme que les banques centrales ont dans les années 70, 80, 90, 2000, et que Trichet va même maintenir jusqu'à sa démission, puisque le jour où, pas sa démission, excusez-moi, sa retraite, puisque le jour de sa retraite, il va encore citer Walter Bajroth et citer cela comme une de ses références. Nous sommes en 2011, déjà 3 ans après la crise. Et Bajroth rajoutait quelque chose qui avait été retenu par les banques centrales, c'est que justement le bon papier impliquait de séparer les crises de liquidité des banques des crises de solvabilité. Il fallait sauver les banques en crise de liquidité, mais pas celles en crise de solvabilité. Donc, je passe à un deuxième point, c'est la crise de 2007 et les dernières traces du dogme. On peut en trouver, alors là on est même en 2008, en juillet 2008, que fait la Banque Centrale Européenne? La crise est déjà là, je vous le montrerai après, donc on sait que la crise est là depuis 1 an. Eh bien la Banque Centrale Européenne va monter son taux d'intérêt alors que déjà tous les signes sont au rouge. Elle le fait en juillet 2008, donc 1 mois et demi avant la faillite de Lehman Brothers. Pourquoi? Parce qu'elle dit j'ai une montée de l'inflation,
Et donc, je monte les taux d'intérêt parce que c'est la politique monétaire, mais en même temps, je crée déjà beaucoup de monnaie banque centrale comme elle le faisait. C'est vraiment l'affirmation tout à fait du dogme. Deuxième affirmation, c'est qu'il crée justement beaucoup de monnaie banque centrale dès 2007. On voit les bilans des banques centrales monter fortement, ce qu'on va appeler un quantitative easing, un peu soft, mais qui est déjà assez fort. Et ça, on l'a dès fin 2006, dès 2007, ce qui prouve bien que les banques jouent leur rôle de payeur en dernier ressort face à des banques qui ont des problèmes de liquidité. Et troisième marque absolue, évidemment, de cela, c'est la mise en faillite de Lehman Brothers. Quel est l'argument de la Fed? Lehman Brothers est insolvable, il n'est donc pas question de la sauver, alors qu'on sait qu'à l'époque, pratiquement toutes les banques américaines sont insolvables, qu'ils en ont sauvé Fannie Mae, Freddie Mac, ils ont sauvé également d'autres banques avant, donc c'est sans doute un prétexte, mais enfin l'argument est bien celui-là, celui de Bajrod, c'est une banque insolvable, pas assez de bons collatéraux, donc on la met en faillite. Donc on a jusqu'à ce septembre 2008 ce dogme qui est maintenant. Alors je passe justement au troisième point, c'est la faillite de Lehman Brothers qui va vraiment être un électrochoc absolu pour les banques centrales, pas seulement, pour les banques aussi. Donc là, on a un schéma donc, que les banquiers centraux regardent en gros tous les matins en arrivant au bureau, c'est ce qu'on appelle un spread OIS. Alors les financiers doivent savoir ce que c'est. C'est on prend le prix de la monnaie banque centrale à 24 heures, au jour le jour pendant 3 mois, et on le compare au prix de la monnaie banque centrale directement à 3 mois sur le marché. Normalement, l'écart de points doit être entre 15 et 20 points. Et c'est ce qu'on a ici avant 2007. En 2007, c'est déjà pour les banquiers la preuve de la crise, c'est qu'on va passer de 15 à 20 points à 80, voire 100 points, à 1% de taux d'intérêt, ce qui est déjà pour les banquiers une crise absolue. Mais quand arrive la faillite de Lehman Brothers, les banques ne veulent plus se prêter, ne veulent plus avoir le titre de banquier le plus crétin du monde qui a été attribué à un Allemand qui venait d'envoyer, je crois, 300 millions d'euros à Lehman Brothers une demi-heure avant la faillite. Et on voit les taux monter à 1150 points en quelques minutes, je dis bien en quelques minutes, 1150 points, 11% de taux d'intérêt. C'est redescendu un peu, parce que là c'est des moyennes, c'est un peu redescendu. Et là, tout d'un coup, eh bien, le marché est bloqué. Plus une seule banque ne peut trouver de monnaie banque centrale, les banques centrales doivent immédiatement fournir des quantités très importantes, sinon elles sont toutes en faillite, et donc eh bien, la Fed qui ne sait pas faire, puisqu'elle ne travaille pas avec les banques, mais avec des primary dealers qui ne sont qu'au nombre de 20, va devoir ouvrir les vannes, allant même jusqu'à financer en monnaie banque centrale General Motors pour payer des salaires. Donc on a vraiment là une innovation très forte. Donc, ça, on le voit avec cette montée du spread, et c'est contre ça que les banques centrales vont devoir agir extrêmement vite. Je dis bien, ça se joue en quelques minutes et en quelques heures, et l'impact va être assez rapide, puisque 5 mois après, on va retomber sur des spreads qui sont à peu près corrects. Alors, je passe maintenant à ce quatrième point, le plus important, c'est quelles ont été ces innovations des banques centrales pour pouvoir résister à cette crise gravissime et cette perte de confiance qui a touché tous les marchés financiers, mais de facto toutes les banques, parce que les banques possédant beaucoup d'actifs sur les marchés financiers, leur solvabilité était en cause. Alors c'est ce qu'on a appelé les politiques monétaires non conventionnelles. La première, elle est issue de Bajrod, c'est-à-dire qu'ils vont créer beaucoup de monnaie banque centrale, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Alors, ce n'est pas d'une grande utilité, mais si on prend le bilan de la Fed, on voit bien qu'à partir de la faillite de Lehman Brothers, il explose, il va être multiplié par 3 en quelques mois. Bon, ça c'est du Bajrod. Par contre, immédiatement, ils baissent les taux d'intérêt à 0, et ça, c'est pas du Bajrod, puisque évidemment, ils vont accepter de toucher au taux d'intérêt qui théoriquement relève de la politique monétaire, parce que là, ils n'ont plus le choix, il faut lutter contre la crise absolue sur les marchés financiers et baisser les taux d'intérêt, c'est fait monter le prix des actifs, puisque le prix des actifs est inversement proportionnel au taux d'intérêt. Donc on voit à la fois quelque chose qui relève, je dirais, du dogme, la création de monnaie banque centrale, mais dans des quantités qu'on n'avait jamais vues, puisque là c'est le bilan depuis 1957 de la Fed, et on voit bien qu'on a là une multiplication, et c'est encore monté après, puisque c'est passé en gros de 900 milliards à 2700 milliards. Ça ne suffit pas. Donc immédiatement, ils vont, et ça c'est la deuxième critique du dogme de Bajrod, ils vont dire aux banques, je vous refinance toute la monnaie banque centrale que vous voulez, je vous la refinance à 0%, c'est-à-dire elle est gratuite, mais en plus, donnez-moi en garantie tous vos papiers pourris, c'est-à-dire tout ce que vous ne voulez pas.
Et donc là, évidemment, c'est le mauvais collatéral, c'est effectivement la remise complète de ce que les banques centrales exigeaient jusque-là, c'était du bon papier. Alors à la BCE, ils vont être un peu moins radicaux, puisqu'ils n'achètent pas ce mauvais papier, ils le prennent en pension, alors qu'aux États-Unis, ça va directement être de l'achat ferme de ces papiers. Et ça, c'est ce qu'on appelle le qualitative easing, qui double le quantitative easing, c'est-à-dire je crée des montagnes de mauvaises banques centrales pour créer de la liquidité, mais en même temps, je le fais pour le mauvais papier. Ça redonne confiance aux banques, puisqu'elles voient leur mauvais papier sortir de leur actif, être remplacé par un actif sans risque, qui est la monnaie banque centrale, et en plus, elles obtiennent cette monnaie banque centrale qui leur permet d'acheter et de payer les autres banques, leur dette vis-à-vis des autres banques, et donc d'éviter la faillite. Mais ça ne suffit pas. Et ça a été fait pourtant très très vite. Donc, le stress est tellement fort sur les marchés que vont faire les banques centrales? Ils vont dire, mais jusque-là, la monnaie banque centrale, je vous la donnais à 8 jours. C'est les appels d'offres de la Banque centrale européenne tous les lundis, c'est à 8 jours. Et à la Fed, c'est même plus, puisqu'elle va directement en open market sur le marché, c'est à 24 heures. Eh bien, ils vont prolonger d'abord à 6 mois, puis 1 an, jusqu'à aujourd'hui 4 ans. C'est les fameux Very Long Term Refunding Operation, les Very Long Term, VLTRO, qui vont permettre aux banques d'obtenir de la monnaie banque centrale, non plus à 24 heures ou à 8 jours, mais aujourd'hui, c'est le cas en Europe, à 4 ans. Et évidemment, obtenir ça pour 4 ans, ça leur permet d'avoir une visibilité très forte. Juste avant la conclusion, on voit bien donc que Bajrot a été totalement abandonné. On a utilisé le taux d'intérêt pour faire de la stabilisation financière, et aujourd'hui on peut dire que le taux d'intérêt sert à la stabilisation financière. 2, on a abandonné l'idée du bon collatéral. 3, on a compris qu'on ne pouvait pas faire une différence entre crise de liquidité et crise de solvabilité, parce que les crises étaient systémiques. Et quand une crise est systémique, eh bien, le début d'une crise de liquidité génère de la vente de titres, de la perte de valeur d'actifs qui entraîne l'insolvabilité, insolvabilité qui entraîne une perte de confiance, qui entraîne une liquidité. Et donc, cette séparation à Bajrot ne fonctionnait plus à la vitesse des marchés modernes. Et donc, aujourd'hui, eh bien, si on écoute Draghi, pas une seule fois il a cité Walter Bajrot, alors que Trichet le faisait très régulièrement, on a bien une modification totale. Alors, je dirais, avant de passer à la conclusion un peu plus peut-être philosophique, c'est que Bajrot est mort, mais les politiques monétaires ne vont pas très bien. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la Banque centrale a perdu le contrôle de son taux d'intérêt pour la politique monétaire, puisqu'elles ont un bilan qui est multiplié par 4, en moyenne, hein, l'Europe et la Fed. Elles ont des taux d'intérêt qui sont calés en Europe encore à 0, une habitude de ces taux bas, notamment des pays du Sud, qui fait qu'ils se sont endettés massivement à taux bas et que la moindre remontée des taux entraînerait une crise des dettes souveraines des pays du Sud, voire même de certains pays du Nord. On a donc un ensemble de tensions, je pourrais rajouter l'horizontalité des courbes. Powell avait annoncé qu'il montrait les taux, et il calcule une règle de Taylor pour calculer ces taux, à 3%. Ils sont en plein emploi, 3,2% de chômage, c'est le maximum. Ils ont un taux d'inflation qui dépasse la cible à 2%. Ils devraient monter les taux très violemment en termes de politique monétaire. Tous les économistes calculent que le taux devrait être à 3,5%. Et arrivé à 2,25, il avait promis qu'il monterait à 3,5%. Il vient de dire j'arrête tout. Et pourquoi il arrête tout? Mais parce qu'ils n'arrivent pas à faire monter les taux longs. Ils ont eu de telles pratiques de baisse de taux longs qu'aujourd'hui les taux longs sont à 2,25. Comme il a monté les taux courts à 2,25, monter les taux courts au-delà entraînerait à nouveau une crise des banques, puisque les banques ont tendance à gagner le taux long et à payer le taux court. Si le taux court devient plus cher que le taux long, c'est ce qu'on avait en 2006, c'est ce qu'on avait en 2005, les banques sont tout de suite en grande difficulté. Donc on voit bien que Powell n'arrive plus à faire de politique monétaire parce qu'il est contraint et coincé par les objectifs de stabilisation financière qui l'ont amené à ces décisions. Donc, conclusion. On peut dire que grâce, je mettrai grâce avec quand même des guillemets, grâce aux financiers et à leur vague d'innovation massive des années 2000, eh bien, cela a poussé les banques centrales à innover aussi dans l'urgence, extrêmement rapidement, très massivement, et à changer totalement leur dogme. Finalement, on peut constater que les innovations financières ont failli tuer le modèle, ont failli tuer le système, ça a été la crise de 2008, que les banques centrales les ont sauvés, alors que les innovations financières ont failli le tuer. Et donc, ça pose une question de responsabilité morale et sociale de ce que sont les innovations. Alors, on a parlé tout à l'heure des crypto-monnaies, on peut dire un petit mot, par exemple, du Bitcoin.
Si je prends le projet initial du Bitcoin, c'était un projet anti-banque centrale. On va créer un instrument d'échange hors banque centrale qui va permettre justement d'échapper au taux de change, aux contraintes effectivement aussi là-dessus de change, et puis on aura un système totalement horizontal avec une confiance qui sera horizontale et non pas verticale, top-down, comme les banques centrales l'imposent. C'était un très beau projet, un projet intéressant. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur ce projet intéressant? Eh bien, c'est que pour faire tourner la machine du minage, on consomme à peu près un peu plus que l'énergie de l'Irlande, et avec le prix qui monte, si ça avait continué à monter avant la chute, on serait déjà arrivé à la consommation d'un pays comme la France. Donc, un impact sur la planète est absolument abominable. Tout ça pour répondre et résoudre d'énormes sudoku qui ne servent strictement à rien, pour sortir une unité qui ne peut plus servir à l'échange étant donné sa volatilité et qui est devenue un pur actif financier comme la caricature des actifs financiers d'avant la crise de 2008. Ce qui prouve que l'innovation, eh bien, on doit la penser non pas seulement en termes d'innovation technique, mais en termes de est-ce que ça sert à la société? Et le Bitcoin a été conçu comme devant servir. Aujourd'hui, on constate que c'en est devenu au contraire quelque chose qui a un coût social, un coût environnemental qui est colossal, absolument colossal, pour une utilité sociale qui est absolument nulle. Même les bonnes intentions peuvent parfois se retourner contre elles, et ça sera ma conclusion. On voit que les banques centrales ont énormément innové pour sauver un système, et aujourd'hui elles sont un peu, eh bien, telles, elles pensaient être le chat qui allait attraper la souris. On a l'impression aujourd'hui qu'elles sont un petit peu, au contraire, la souris dans les mains des chats de la finance, et qu'elles ont beaucoup de mal à sortir. Alors, j'avais mis un schéma à la fin sur les stratégies de sortie. Théoriquement, les banques centrales travaillent dessus, elles sont assez optimistes, mais même là-dessus, elles pensent qu'elles ne sortiront pas avant 2025, c'est-à-dire que cette vague, cette période d'innovation qui devait durer au départ, comme étant annoncée à 6 mois et 1 an, eh bien, ça va durer finalement au bout du compte pratiquement 18